Bonjour à tous et bienvenue pour notre podcast Ma Première Fois, un podcast qui est dédié, réservé aux entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Questori. Bonjour Charles. Salut Hervé. Ce podcast fait par RH Performance pour tous nos clients qui va vous parler de recrutement, de formation, de team building, d'outplacement, etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Questori. Charles, on s'est croisés à plusieurs reprises dans notre vie d'entrepreneur, dans des assos d'entrepreneurs. Puis pour une passion commune, je crois, c'est le vélo. On fait partie de ces entrepreneurs et de ces individus qui ont fait le choix de rouler en vélo, je crois. Ouais, c'est tout ça. à fait. Toi, le vélo, c'est tous les jours? Tous les jours depuis peut-être 10 ans maintenant, une dizaine d'années, ouais. Et avec les enfants derrière? Alors devant, parce que c'est un cargo, tu vois, avec le plateau. Mais c'est vrai que j'ai rajouté un siège cette année parce que les enfants grandissent et il fallait laisser une place en plus pour la troisième derrière. Donc, magnifique. Voilà. Ouais. On y reviendra. Je suis ravi de t'avoir parce que on entend parler de toi à travers le fourgon, mais derrière le fourgon, je trouve qu'il y a un homme, il y a une histoire. Et j'avais envie que tu viennes nous parler un peu de cette histoire, sans refaire le déroulé de toute ta vie. J'ai bien évidemment regardé parce que ça se prépare, ces podcasts. Tu as fait l'ITEM, tu as fait Schema. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais créer ma boîte? T'en es où dans ta tête à ce moment-là? Ouais, je crois que c'est même plus profond que ça. Je sais pas à quel moment c'est arrivé, mais alors je suis né de famille, moi, donc peut-être que ça, quand on a une famille, on a une forme de responsabilisation un peu plus, en tout cas, plus en avant que les autres frères et sœurs, même si ceux derrière moi le sont aussi un peu. Non, mais donc je pense que c'est peut-être 12-13 ans, quoi. Tu vois, cette envie de monter des projets, j'avais envie de faire des choses. J'ai fait du hockey sur gazon pendant pas mal d'années. J'ai commencé à 6 ans et j'ai vite été entraîneur de hockey pour des jeunes de 6-7 ans quand j'avais 15-16 ans. Donc il y a eu ce truc de fond, ces racines-là, quoi. Et comment tu l'expliques que ça émerge aussitôt, c'est-à-dire à 12-13 ans d'avoir déjà cette envie de... Écoute, si on doit le mettre un peu de rationnel dedans, mais je pense qu'il y a aussi un peu d'irrationnel, et que du coup qui est difficile à expliquer, mais le rationnel, peut-être ce côté un peu né de famille. Moi j'ai un père qui était dirigeant d'entreprise de textile, donc je me souviens très bien, il a été assez rapidement dans sa carrière, vite à des postes de direction du coup, et donc quand tu es amené à diriger une équipe, une usine de 150 personnes, bah forcément, que tu sois entrepreneur ou dirigeant, tu as des problématiques qui font que à la maison le soir, je me souviens des problématiques de direction d'entreprise, et donc je pense que ça me parlait et ça me plaisait, puis ça me donnait aussi des convictions, et après l'irrationnel c'est difficile à expliquer, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Une question qui me vient là-dedans, parce que j'ai vécu la même chose dans ma famille. Est-ce que tu as entrepris pour toi, ou est-ce que tu as entrepris quelque part pour le regard aussi des parents, du père, et de se dire, tiens, moi aussi je le fais, est-ce que tu le fais pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Non, là pour le coup c'est vraiment pour moi. Alors j'ai même eu un moment une discussion avec mon père, mais qui était assez rapide, mais je pense qu'il l'a fait pour me challenger. Au moment où j'ai fait l'ITEM, Central Schema, et donc j'étais parti la première promo en plus, tu vois, donc tu étais aussi dans un côté entrepreneurial au sein de ce parcours entrepreneurial, et en fait, en sortant de l'ITEM dernière année, il y avait stage de fin d'études, je partais aux US 6 mois, mais j'avais décidé que j'allais monter ma boîte. Et mon père m'a dit, mais attends, t'es sûr, tu veux pas venir bosser tu vois, 2-3 ans dans une autre boîte? Je dis non, je vais être entrepreneur. Il fait ok. Mais il m'a quand même posé cette question. Non, moi, c'était une évidence que je me voyais pas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Certains me disaient, mais t'es bête, tu vas faire des erreurs, tu devrais les faire ailleurs avant de les faire. Je fais, mais pourquoi? En fait, j'ai envie d'apprendre et faire moi-même. Je peux rebondir sur ce que tu dis quand tu dis je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça cache derrière? Ça traduit quoi? Une envie de liberté, je pense. C'est surtout ça. C'est pas tellement le fait de travailler pour quelqu'un d'autre est mauvais, parce que on a beaucoup de collaborateurs chez le Fourgon où j'ai pu avoir chez Alitis, donc c'est pas je suis pas dans l'opposition d'être salarié ou entrepreneur, c'est bien ou mal, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est penser, est-ce que c'est adapté à moi-même? Donc moi, je savais qu'au fond de moi, j'avais envie de liberté, envie de projet. Et j'aime bien l'idée. Voilà, ça vient de... j'ai peut-être une anecdote, j'ai vécu 1 an en Australie sur un stage de fin d'études, de milieu d'études, pardon. Et j'étais dans une équipe très réduite d'une boîte qui importait des produits français en Australie. Et en fait, j'étais vite autonome sur plein de sujets. Il est arrivé que je parlais déjà très bien anglais, et que le dirigeant était un Français qui est arrivé un peu sur le tard, un mec très sympa, mais forcément la langue anglaise était un peu moins développée. Donc j'étais peut-être un peu plus autonome sur certains sujets que lui, et je me sentais un peu bridé.
En fait, vraiment dans le truc, je suis pas chez moi, donc à la fin, la décision finale, c'est pas ma boîte, donc je vais pas manquer de respect ou outrepasser. Mais je sentais cette sorte de feu interne de dire, j'ai envie de faire quoi. Voilà. Ouais. Je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais à la liberté. J'avais lu une étude qui avait été faite auprès des dirigeants. Je crois que 82% des dirigeants créent leur entreprise pour la liberté. Et ces mêmes dirigeants, 5 ans plus tard, quand tu les questionnes, ils sont 82% à dire qu'ils ont perdu leur liberté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ça. C'est que, en fait, on est libre de nos choix, mais ça nous met face à des responsabilités ou des engagements. Ça nous oblige. Ouais. Et donc, quand il y a une problématique, quelle qu'elle soit, client, salarié, opérationnel, on se dit pas, il est 18h, je rentre chez moi et puis on verra demain. En fait, et du coup, on va bosser à 19h, 20h, 21h, on va faire en sorte de régler le problème, surtout s'il est urgent, et peu importe ce que ça coûte en termes de temps, d'exigence par rapport aux tiers que peuvent être ou sa famille, enfin c'est amis. Donc en fait, à la fin, on perd une forme de liberté. Donc ça, j'en suis totalement conscient, moi. Mais c'est avec les responsabilités qu'on perd cette liberté, quelque part. Ouais, mais alors, je me sens très libre, mais effectivement, aussi piégé dans certains points. Ça dépend. Nous, chez le Fourgon, là, il y a un vrai sujet autour du financement qui est nécessaire. Et donc, si on ne se finance pas, on n'existe plus. Donc, en fait, il y a une forme de perte de liberté, parce que finalement, on doit dépendre d'autres. Mais il y a un challenge, et je sais que si on passe des étapes, je suis aussi libre tous les jours de décider du parcours, de ce qu'on veut faire, des projets, de la stratégie. Donc, il y a une balance, comme toujours. Et ça veut dire que toi, dans ton parcours professionnel, hormis peut-être étudiant, tu n'as jamais eu de chef? Oui, hormis quelques stages et quelques boulots. Qu'est-ce que tu réponds à... Parce que moi, j'étais un peu dans cette veine-là, qui était de dire, avant de créer sa boîte, il faut aller en entreprise, il faut apprendre. Idéalement, pourquoi pas dans des grandes entreprises, pour rencontrer, comprendre les complexités, après se lancer. Quand on se lance sans expérience, est-ce que c'est pas un peu risqué? Est-ce que... En fait, c'est une question qui n'a pas de réponse pour moi, parce que ça dépend des gens. En fait, je pense que ça dépend de la posture. Quelqu'un qui a la maturité, qui a l'envie, et qui n'a pas toutes les compétences ou tout le regard ou l'expérience, et qui avait vraiment cette envie, mais vas-y, quoi. T'as rien à perdre, en fait. Au pire, je disais ça au début, quand j'ai lancé Addictiz à 22 ans, je disais, en fait, moi, j'avais moins 20 € sur mon compte bancaire, parce que tout étudiant qui se respecte est en négatif, parce qu'on boit des bières la veille, et puis on se dit, merde, il faut qu'on retrouve un peu d'argent, etc. Mais on vit au jour le jour, entre guillemets. Et donc, en fait, au pire, j'étais toujours à zéro, quoi. Mais j'allais apprendre. Et si ça se passe bien, en plus, dans le projet, le projet fait du chiffre d'affaires, commence à faire un peu... peut-être que je vais pouvoir en vivre, et puis peut-être que je vais pouvoir, à la fin, me réaliser aussi un peu plus financièrement. Et dans l'autre sens... Quelqu'un qui serait pas du tout à même de prendre des responsabilités, qui aurait peut-être... Oui, ça serait aussi très risqué d'être entrepreneur. Donc ça dépend vraiment des... Je trouve, il n'y a pas de... J'ai cru voir une étincelle dans tes yeux quand tu as parlé de cette période où tu avais moins 20 € sur ton compte. C'est génial. Et tu allais voir des binous. Ah, mais c'est génial. Pourquoi c'était génial? Mais c'est génial de sentir un peu de folie. Et que cette folie, elle peut nous emmener à passer des étapes. J'ai surkiffé ces premières années en disant que le monde est ouvert à nous. Il n'y a pas de limite. Tout est possible. Au pire, je gagnerais peut-être un peu moins que le gars qui sort des études, qui va espérer avoir un bon poste, etc. Mais je vais tellement apprendre. Moi, j'ai tellement apprendre. Au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé avec des amis à Paris qui faisaient intervenir quelques-uns de professionnels, entrepreneurs. Ils faisaient un petit groupe comme ça. Et étant à Paris, je les voyais peut-être un peu moins que 2 ans avant, où ils étaient tous à Lille. Et en fait, je leur pose la question à la fin où je partage le début d'Addictiz, etc. Et je leur dis, mais il y a un truc que j'ai envie de percevoir, est-ce que vous êtes heureux dans votre métier? Il y avait 10 personnes, quasiment 100% des amis qui avaient fait des études, tu vois, l'EDEC, des écoles sympas, quoi, en plus, n'étaient pas heureux dans leurs premières années professionnelles. En fait, la richesse, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans l'argent, en fait. Donc ouais, c'est génial, cette envie de liberté. Quand j'ai lancé le Fourgon et qu'on a redémarré de zéro, tu as une feuille blanche, c'est excitant. Tu veux conquérir, tu te dis, t'as un marché, c'est génial. C'est génial. Le monde est devant nous. Tu vas nous en parler. Donc, première boîte, Addictiz, tu peux nous dire 2 mots? Ouais, écoute, on est la boîte qui existe toujours, hein, et donc
une boîte qui aidait les marques à performer par le jeu. Donc on a le parcours, le fil conducteur de l'entreprise, en tout cas pendant les 13 années où j'ai été là-bas, je l'ai monté, ça a été le jeu, hein, au sens... Et tu es associé? Alors, au départ, je l'ai monté avec 2 amis de promo, mais en fait, qui sont pas venus. Ouais. Donc, j'ai été le seul à développer la boîte. Et on était un peu à se dire, les jeux, tiens, on pourrait faire un sujet, on pourrait faire passer des messages de marque au sein des jeux, parce qu'un être humain commence à jouer avant de parler. Ouais. C'est pour ça, je l'ai dit après, ça, tu vois, dans la construction, dans le pitch. dans le pitch. Et on avait un peu de temps à l'époque, on a fait Paf le chien, tu vois, qui était un succès sur Facebook, et sur mobile derrière, qu'on a dû arrêter parce que grosse concurrence des jeux mobiles. Parce qu'on avait finalement c'était plus un jeu d'engagement et assez peu monétisé. Et ce qui a fait le succès de la boîte, c'est les jeux pour les marques. En gros, beaucoup de marques voulaient communiquer, capter des leads, faire passer un message. Et c'est vrai qu'en moyenne, les gens jouaient 3-4 minutes sur un jeu d'une marque qui était assez fourni. On avait créé une techno pour faciliter la création du SaaS. Hein. Et donc, on était un vrai levier publicitaire. On avait quoi je crois que la dernière année, j'ai des chiffres quand je suis parti, la dernière année 2020, je crois qu'il y a quasiment 25-30 millions de personnes qui ont joué à nos jeux, les jeux des marques, quoi. Donc c'était colossal en termes de médias. C'est hallucinant. Ouais, hallucinant. Et en plus, tu as le temps de faire passer un message, les gens sont... Voilà. Donc Paf le chien, c'est toi? Paf le chien, c'est toi, c'était l'équipe. Alors on a dû arrêter Paf le chien à un moment. On s'est retrouvé dans des difficultés financières parce que l'activité s'est mise à perdre de l'argent. Et j'ai dû faire un choix et on a coupé l'activité sur laquelle les gens m'appelaient Paf dans la rue, avec les clients des amis, hein, tu vois, évidemment. Ils disant ça va pas, je dis attends, je m'appelle Charles, mais voilà, mais pourquoi pas. Mais oui, cette activité qui nous avait fait connaître partout en France, on a quand même eu 35 millions, je crois, de joueurs en France et dans le monde, parce que des Belges et Canadiens, etc. On a fait une série animée, Paf le chien, donc on a dû se dire on arrête l'activité, quoi, parce que se couper une jambe, sinon c'est peut-être les deux qui tombaient, quoi. Qui est devenu Addictiz? Et je l'ai revendu à Webedia en 2018. Webedia, c'est connu pour les influenceurs, Squeezie, Norman, tout ça, Allociné, jeuxvideo.com. Et en fait, on s'est rencontrés et ils avaient vu ce côté un peu jeu comme élément médiatique, au-delà du texte, de la vidéo, de l'image. Donc, ils se trouvaient ça intéressant de rajouter ça dans l'offre pour les marques sur leurs médias. Il y avait une vraie couche technologique aussi. Ils voulaient construire toute une couche tech. Et donc, je l'ai vendu en 2018, je l'ai accompagné 3 ans. Et donc, je suis parti fin 2020, enfin début 2021. Voilà, Qu'est-ce qui fait quand en tant qu'entrepreneur, fondateur, tu décides de vendre? C'est pas rien, c'est ta première boîte. Tu as mis beaucoup. Une énergie de dingue. Beaucoup d'émotions. Quand tu fais des up and down, tu vois, quand on doit se séparer d'une dizaine de personnes avec des gens qui t'apprécient et que tu le fais que tu n'as pas le choix de le faire parce que sinon tu sais que tu as un risque global. Ouais, c'est sûr que ça marque. Pourquoi je vends ça faisait 10 ans à peu près, une dizaine d'années, ça 10-11 ans que j'avais lancé et la boîte était très rentable, se développait bien et j'avais l'impression que j'avais fait les étapes qui m'intéressaient, je l'avais amené à un niveau où le projet était bien et que c'était peut-être le moment d'aller voir autre chose. Ça, c'était un premier truc, de dire tiens, voilà, et j'ai peut-être envie de nouveaux challenges. En gros, le truc est un peu stabilisé, donc j'aurais peut-être pu le retrouver chez Addictiz, mais j'avais aussi envie de sortir un peu du marketing. On pourra peut-être en parler, mais voilà, le marketing est très fort, mais parfois le marketing pour le marketing peut questionner. Hein. Donc j'avais envie de sortir de ça et je trouvais que c'était le bon moment en termes de parcours professionnel après 10 ans. 2, faut être clair, il y avait une proposition financière qui était intéressante et qui du coup se disait c'est peut-être le bon moment de la saisir. Et 3, j'avais un truc qui naissait en fond de moi depuis, je pense, peut-être que si on met un point de départ, mais qui n'est peut-être pas exactement celui-là, c'est la naissance de mon premier enfant, ma fille Philippine qui est née en début 2015. Où on commence à se poser la question, en fait, ça sert à quoi de monter des boîtes, des projets? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser, en fait? C'est quoi le fond de tout ça? Et il y a un truc qui montait au fond de moi, qui était monté un peu chez Addictiz, parce qu'on se disait, tiens, comment on essaie d'avoir un peu d'impact, comment on essaie de changer 2-3 trucs. Sauf qu'en fait, quand on fait du service, on a mis un compost, on a mis 2-3 sacs réemployables pour éviter d'en reprendre un dès qu'on part en bas des Taïra Technologies à Lille et qu'on va, je sais pas, chercher un sandwich, qu'on ne demande pas un sac qui va durer 2 secondes. Enfin, on a mis d'autres trucs, mais en fait, on fait pas grand-chose, quoi. Et
Et donc là, je m'étais dit, tiens, ce truc-là, finalement, l'impact lié au réchauffement climatique, j'aimerais bien faire quelque chose là-dedans. On peut parler d'une conscience écolo qui est en train de mûrir et tu te dis, moi aussi, je veux faire ma part. Je pense que j'avais toujours un peu ce truc-là au fond de moi. Tu vois, je suis très sportif, proche de la nature, tu vois, que ça soit potager, que ça soit tu vois, j'avais déjà ces trucs. Je suis bricoleur, peut-être aidé là, c'est peut-être mon père en plus qui m'a nourri de tout ça, mais donc tu vois le côté manuel. Quand on est manuel, finalement, on est plus proche de la réalité des choses. Et donc il y avait déjà un truc qui était peut-être pas exprimé. Ouais. Et là, effectivement, peut-être que le déclencheur d'un premier enfant te l'exprime un peu plus. J'ai commencé à me renseigner, à lire des bouquins et à me dire... Une sorte de prise de conscience. Waouh, en fait, le truc, il est massif. Ouais. Je reviens sur Addictease. Tu décides de vendre. Tu dis qu'elle est plutôt bien estimée, l'entreprise, etc. Je pense à ce sujet-là parce que j'ai croisé plusieurs fois des chefs d'entreprise qui vendent et qui se disent, bon, derrière, je vends, je gagne de l'argent, et puis après, à moi, la vie cool, je vais faire du bateau, du tennis, et enfin la belle vie. Tu réagis quoi quand tu vois des personnes qui peuvent être ça? Est-ce que ça t'est passé par la tête? Écoute, tu vois, c'est marrant parce que, pas à ce niveau-là, parce que j'ai vendu, j'avais 33 ans, donc si tu veux, t'es quand même encore jeune, et donc... je pense que j'ai pas gagné suffisamment d'argent pour me dire, je peux m'arrêter. Alors si, tu peux te mettre dans un truc cool, mais à la fin, c'est tôt, 33 ans. Ouais, en fait, tu t'embêtes, je pense, à la fin, ta vie, elle est un peu nulle, quand même. Je pense que le travail, c'est la vie. Enfin, je pense qu'il faut se le rappeler, ce truc-là. Et deux, je m'étais dit, tiens, mon rêve, c'est faire 45, 50, 45. Je m'étais dit ça au début, à 20 ans, dire, je m'arrêterai de bosser, je ferai autre chose. Et en fait, donc j'ai 40 ans aujourd'hui. 45, c'est dans 5 ans. En fait, je me vois pas arrêter parce que peut-être faire différemment les choses. Là, j'ai mis une énergie de dingue, c'est le fourgon, on en parlera peut-être après, mais en fait, chacun est tu vois, moi, je serais pas en train de dire le mec qui fait du golf ou du bateau à 40 ans, 50 ou après. En fait, je suis pas là à donner des leçons, en fait. Je dis juste, c'est que la vie vaut peut-être un peu mieux que juste faire que du golf et que du bateau, surtout quand on a entre 40 et 60. Et puis on a un tel challenge en tant qu'espèce, un tel devoir de responsabilité personnelle, que voilà. Et après, il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire un break de 3 ans. En fait, c'est OK de dire, je suis tellement donné, laissez-moi 3 ans, puis après je reviens. C'est OK, j'ai pas de problème. Tu vends Addictease, tu les accompagnes pendant 3 ans, ce qui est assez rare, parce que la plupart des accompagnements ne se finissent pas forcément... On m'a dit, Charles, ça va être long, tu verras. Et c'était long ou pas? Écoute, c'est... Et je te coupe parce que là, c'est la première fois de ta vie où tu vas avoir où tu as eu un patron. Alors, ou un actionnaire. Un actionnaire, mais où il y a quelques éléments où j'avais moins la clé. Notamment, tu vas faire partie d'un groupe où tu essaies de donner beaucoup de choses parce que j'y allais avec des bonnes volontés, tu vois, en disant, en fait, je vais jouer le jeu. Moi, je veux que le groupe se saisisse de la boîte, fasse les synergies. J'avais une vraie volonté positive, mais en fait, le groupe était tellement gros que les synergies, et il avait 2-3 règles du jeu qui n'étaient pas bien foutues. C'est-à-dire que les commerciaux, par exemple, de Webedia qui vendaient, en fait, ils n'étaient pas incentivés sur ce qu'ils allaient vendre chez nous. Donc, en fait, ils nous utilisaient pour finalement, à la fin, faire autre chose. Pour que ça... Et donc, c'était pas... Et donc, ce truc-là, il y avait 2-3 trucs où je me dis, tiens, le truc est mal foutu. Donc, ça m'a créé un peu de frustration, mais après, bon, c'est tout, c'est la vie. Donc, voilà, il y a eu un moment où je me suis dit, un été, je crois, l'été 2019, je crois, je me suis dit, bon, de toute façon... Tout à l'heure, tu parlais de liberté. Est-ce que c'est une période où tu as eu l'impression de perdre justement cette liberté? Un peu, mais aussi d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Pourquoi? Tu vends une boîte, tu es encore incentivé sur les 2-3 ans. Ouais, forcément. Et tu veux que ça se passe bien avec les équipes, tu veux faire le jeu là. Et puis en même temps, il y a 2-3 trucs qui se passent où tu fais, mais merde, ça va pas dans le bon sens, quoi. Et je les ai exprimés en interne, tu vois. Et donc tu dis, un peu imposteur en disant, tiens, je suis entrepreneur. Est-ce que le mot abandon est un peu fort, mais est-ce que je suis pas en train de... Voilà, donc il faut dialoguer. Voilà. Donc j'ai fait le maximum pour certains sujets. D'ailleurs, il y a 2-3 trucs où j'ai eu raison, parce que la boîte s'est mise dans un truc, elle est redevenue indépendante. Elle est ressortie du groupe 1 an et demi après que je sois sorti. Mais voilà. J'avais une question. Tes collaborateurs d'Addictease, quand tu as vendu l'entreprise, ceux qui sont restés avec toi, j'imagine qu'il y en a certains qui sont restés avec toi, comment ils vivent le fait que à un moment ou à un autre, on vend notre indépendance, on intègre un groupe
que les règles évoluent. Est-ce qu'il y en a certains qui ont eu des changements de posture, des réactions, peut-être des demandes vis-à-vis de toi? Écoute, il y a j'en ai associé plusieurs, tu vois, et je voulais le faire. Donc, j'avais une volonté de reconnaissance sur une bonne partie des gens qui avaient aussi fait ce succès-là. Il y a un autre point, c'est que je suis quelqu'un qui discute et qui parle, et donc je dis à tout le monde qui rentre que ce soit chez Addicts ou le Fourgon, le jour où je m'embête, où j'ai plus de challenge, où la vie est plus adaptée à moi, ce côté un peu volontaire d'un nouveau projet, ou ce que je te disais la première raison tout à l'heure, bah, je serai le premier à partir. Donc en fait, quand tu dis ça, et un jour ça doit arriver, il y a moins de surprises, parce que en fait, je suis aligné avec ce que j'ai toujours dit. Et non, et puis je pense que ça se ressent, c'est qu'indirectement, les gens voient bien qu'à un moment, ils me connaissent, et donc ils voient bien que y a une volonté d'un peu de changement, de faire autre chose. Et donc voilà, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé 10 ans. Je me souviens de Julien, le premier collaborateur, Guillaume, les premiers collaborateurs, tu vois, Guillaume qui était numéro 2 de la boîte et qui arrivait en stage, enfin voilà, Stéphane qui était là aussi, directeur technique, et qui là pour le coup on s'est associé avec le Fourgon, des gens avec qui on a vécu des aventures très très fortes depuis le premier jour de la boîte. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer évidemment, ils le savent que je pense à eux, s'ils écoutent ce podcast, et en fait quand on annonce quand même ce truc là, moi j'ai une émotion, les larmes sont tombées, mais après le premier mot, quoi. Tu vois, même le fait d'entendre parler là, je quand vous avez annoncé la vente. Ouais, en disant ça se fait. Déjà, voilà, je l'ai annoncé, voilà, et le jour où j'ai dit, parce que je leur ai dit, je suis là pour accompagner. J'avais dit il y a 3 ans devant moi, et puis on verra. Ouais. Peut-être que en fait, il y aurait, parce qu'à l'époque je voulais réentreprendre, mais il y aurait peut-être eu un truc dans le groupe où je me serais dit canon, j'ai envie de le saisir aussi. Tu vois, je savais pas. Et en fait, là, le jour où j'ai annoncé que je partais, là, je contenais pas mes larmes. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu nous partages, je te remercie. C'est quelque part, moi je l'associe à la vulnérabilité du dirigeant. Ouais. Comment tu vis avec cette vulnérabilité, pardon? Est-ce qu'elle a toujours existé? Est-ce qu'elle est venue sur le tard? Totalement, mais tu sais, c'est un peu dur parfois cette vulnérabilité, parce que il y a des moments où c'est accepté ou acceptable d'en parler. Et d'autres, quand tu vis des moments très durs, tu as besoin aussi de préserver ton équipe. Et donc, quand tu es dans un moment dur, et j'en ai eu plein chez le Fourgon, chez Addicts, où tu prends pour toi, tu prends sur toi, parce que si tu en parles trop, tu vas créer du stress au sein des personnes. Et donc, fondamentalement, tu peux être vulnérable, mais il y a une forme de limite dans tout ça. C'est ça qui est dur, en fait. Faut ajuster. Ouais. Et donc, il y a des moments aussi, tu vois, on a passé une étape avec le Fourgon récemment, et je l'ai dit après coup. Je l'ai dit après coup à certaines personnes, et certaines m'ont dit ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, ce truc. Et a posteriori, si c'était à refaire, est-ce que tu dis j'aurais peut-être dû leur partager? Non, parce que je pense que certaines personnes sont au courant. En fait, il y a évidemment, je ne suis pas seul, il y a des associés, etc. Mais puis il y a une forme de CODI, on appelle ça le comité de pilotage chez nous. Je trouve ça plus sympathique, mais ces personnes-là sont évidemment au courant, en transparence, mais on sait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas sortir, pas qu'on ne veuille pas le partager, c'est juste que la transparence, c'est pas juste dire tout de suite. Voilà, c'est bien l'expliquer, et surtout avoir un plan et d'expliquer que ce plan, il est tenable pour que les gens ne perdent pas le fil de la boîte, parce que sans ça, ça part en vrille, quoi. Le Fourgon, l'idée est venue comment? Écoute, envie d'impact, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est une idée 100% Charles? Non, c'était un rebond. Si je refais la chronologie, Maxime, qui est, donc on est 3 cofondateurs, Maxime, Stéphane, Maxime qui est un ami d'enfance. On est avant le Covid. On est, je crois, janvier, un truc comme ça, ou peut-être un peu avant, mais en 2019, je ne sais plus exactement, fin 2019. Et évidemment, très bons amis. Et puis, j'échange, moi, sur le fait que je vais réentreprendre. J'ai une année pour trouver un projet, l'année 2020. J'ai plein d'idées. Et lui, il me dit, tiens, moi aussi, je dis que l'impact est important pour moi. Je veux mettre cette case-là, avoir du sens, savoir pourquoi je me lève le matin, et que faire juste de l'argent pour l'argent, en fait, ça sert à rien. Et donc,
En tout cas, ma considération. Et lui me dit, tiens, dans ma famille, j'essaie de régler des trucs. Et il me dit, tiens, au fil d'une discussion, d'une bière, il me dit, tiens, je me suis fait livrer par un gros camion. Il habite dans un lotissement à Mouveau. Je me suis fait livrer par un gros camion. Et là, pour avoir des boissons, parce que la consigne, elle est dans de pensée commune, tu sais, à Lille, hein, forcément, la Belgique. Et en me disant, je vais avoir des produits un peu mieux qu'à Lille, etc. Je dis, ah tiens, c'est pas con. Et il me dit, le truc est foireux. En fait, il n'y a que du plastique, des produits, des sodas, en fait, off pourris. En fait, ça marche pas, tu dois l'appeler, il vient pas, tu mets un chèque sous la... Enfin, en fait, le brasseur de l'époque, mais encore moins bien fait, tu vois, avec un camion diesel, enfin là. Et je dis, tiens, c'est marrant, moi j'en peux plus d'un truc, c'est ma poubelle, je subis ma poubelle, je la mets au bout de ma rue, toutes les semaines, hein, et elle déborde d'emballage plastique. C'est limite honte. Et j'ai honte, et d'ailleurs je dois me cacher, parce que comme elle est remplie, j'en fous dans les poubelles des voisins. Donc je suis vraiment à dire... S'ils nous écoutent, ils sauront que c'est toi. Ouais, je leur ai déjà dit 30 fois. Donc c'est bon, et aujourd'hui, tu verras que je leur permets d'accéder à un truc mieux. Mais on en parlera juste après. Mais en gros, je dis, putain, j'en peux plus. Et j'essaye de faire, moi, d'avoir de l'impact à titre personnel. On parlait du vélo, d'essayer de changer. Tu vois, j'ai décidé de prendre l'avion vraiment... de continuer à voyager, mais pas de faire tous les ans. En Europe, je prends plus l'avion, je prends le train. Donc on a fait des choix, tu vois, familiaux déjà. Et j'ai dit, ce plastique-là, je le subis, j'ai pas de solution, quoi. Alors si, tu peux aller dans un magasin vrac, sauf qu'en fait, vrac, il y en a quelques-uns, il n'a pas sur ma route, ça marche pas, en fait. Ça devient trop contraignant. Donc l'idée vient de là ? Ouais, la jeunesse vient de là. Et là, arrive rapidement le sujet de tiens, on pourrait remettre la tournée du laitier. En fait, on réglerait, on commence à dire est-ce qu'on doit faire de lavage, pas faire de lavage. Enfin, on commence à régler un peu le truc et très rapidement, je dis de toute façon, tiens, il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a un sujet à adresser et je vais en parler à Stéphane, qui était le CTO d'Addictease, auquel je venais d'annoncer que je partais dans les 6-8 mois qui arrivaient. Et lui, il m'a fait une tête incroyable quand il a appris ça, même s'il s'en doutait. Et je lui dis, Steph, on se parle demain, je t'explique ce que j'ai un peu en tête avec un pote. Et voilà, parce qu'on savait qu'il y avait une composante tech très importante. Et donc là, on peaufine à 3 les sujets, et puis on est parti, quoi. Voilà, ça vient comme ça. Et vous partez, moi, vu de l'extérieur, il y a des camions, il y a une plateforme, il y a quand même de gros investissements. C'est de l'autofinancement dès le début ou vous ouvrez tout de suite le capital ? Alors, on l'ouvre tout de suite, mais moi, j'ai gagné un peu d'argent, évidemment, avec la vente d'Addictease, donc j'apporte de l'argent. On se paye quasiment pas pendant 2 ans aussi, hein, tu vois, donc moi j'ai pas de chômage, enfin tu vois, donc voilà, et puis la chance que j'avais, c'est qu'en 13 ans d'entrepreneuriat, tu te crées un réseau dingue. Addictease a été très visible par Paf le chien, parce qu'on a fait, a été vendu, a été un succès. Mes investisseurs ont gagné beaucoup d'argent sur la boîte d'avant, donc en fait T'as le réseau. T'as le réseau, une reconnaissance, et puis et je pense qu'on arrive avec un bon projet. Et donc très rapidement, on lève 800 000 euros. Et t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là de recréer cette nouvelle boîte dans laquelle il y a du sens ? Il y a quoi qui vibre en toi à ce moment-là ? Ah, mais une envie de défoncer le sujet. Là aussi, on change le monde ? Ah oui, non, mais de me dire... on va redémarrer de zéro, ce que je disais, la page vierge que tu redémarres, avec toute ton histoire et ton expérience. Ce qu'on a fait en 5 ans avec le fourgon, là, je pense que ça équivaut à 15 ans d'entrepreneuriat si je l'avais fait à 22 ans. Tellement, en fait, j'ai appris, on a de l'expérience, on a les bons réflexes. L'importance de l'expérience. Ouais, l'expérience permet juste d'aller plus vite. Et le réseau. Ouais, et le réseau. Parce que le réseau... Et puis il y a un truc, c'est que il y a plein de situations où en fait tu peux tout de suite arriver avec la bonne réponse, tu vois. Tout de suite aller à l'étape d'après, parce que tu as compris qu'en fait si il va se passer telle étape, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, en fait c'est sûr que tu seras à l'étape 5, donc autant tout de suite aller à l'étape 5. Et donc, mais ça c'est ça, tu vois, sur le financement, tu vois, c'est en fait moi je dis toujours, si on n'était pas arrivé avec un peu d'argent tout de suite, ça ne servait à rien de lancer ça. Parce que tu l'as dit, infrastructure, people, enfin beaucoup de gens, et plus de 450 personnes. Et donc, si tu n'as pas l'ambition de faire un truc gros tout de suite, ne va pas, tu es un mort-né. Donc, tout de suite, tu es en train de construire un truc où tu sais que ça va être ça, et donc tu dois te mettre dans les conditions
pour le faire, notamment lever beaucoup d'argent, parce que sinon tu n'y arriveras pas. Ouais. Quand je vois le fourgon, on en a parlé tout à l'heure, moi j'en vois quelque part une responsabilité qui vous incombe quelque part, en amenant ce sujet, en amenant ce modèle sur le marché. Qu'est-ce que tu en penses ? Je l'ai dit de nombreuses fois, mais je le redis cette phrase-là. Une des raisons fondatrices quand j'ai fait mon introspection personnelle, parce qu'en lisant des bouquins, on tombe quand même un peu dans l'éco-anxiété. Hein. Tu parles du contexte. Ouais. Parce que pour la petite histoire, pour quand on est en Bermuda, certes, on est au mois de juin, mais il fait surtout 40 degrés. Ouais, et je pense que de ma vie de quarantenaire, j'ai jamais vécu, je crois, une température pareille à Lille en 40 ans. Donc, le monde part vraiment en vrille, et je pense qu'on n'en a pas conscience. Si les gens en ont conscience, mais l'action est en fait assez faible encore aujourd'hui. Et donc moi, en lisant les bouquins à l'époque, je me suis vraiment dit, waouh, le sujet, c'est pas combien de degrés il va faire. Parce qu'en fait, d'ailleurs, on s'est trompé. Hein. Il y a 10 ans, on pensait qu'il allait faire 1,5 degré de plus en 2100, sauf que ça, on va l'atteindre dans 4 ans. Donc, la question, c'est est-ce que l'espèce humaine sera encore sur Terre en 2100 ? C'est ça la vraie question, en fait. Hein. Et donc, quand on arrive à ça, il y a une vraie responsabilité. Je reviens à ta question. Et donc, moi, quand j'ai fait mon introspection, je suis vraiment arrivé à... J'ai conscience du truc. J'ai conscience de l'enjeu. Donc, si moi, entrepreneur, j'y vais pas, qu'est-ce qui va le faire ? Évidemment, il y a d'autres entrepreneurs qui résolvent des problèmes. Et je voulais surtout pas... le problème de fond, c'est quand tu dis, si on n'y arrive pas, sur quoi tu serais pas à l'aise ? En fait, je voulais pas me retrouver à l'âge des 20 ans de mes enfants, dans 10 ans à peu près, qui me disent, papa, tu savais, et t'as même pas essayé. C'est ça le sujet. Hein. Et donc moi, on en revient à la responsabilité. Je dis à tout le monde, sans animosité, sans manque de respect, sans dénonciation, je dis à tout le monde, vous savez, regardez vos enfants et décidez. J'ai une question par rapport à ça. Parce que moi, je le vis aussi. On a ce point commun, c'est d'être engagé sur le sujet. Et quand j'ai des amis autour de moi qui ne réagissent pas du tout, voire pire, comment tu vis ces moments-là ? Est-ce que ça touche ? Est-ce que ça t'agace ? Est-ce que tu as envie de rentrer dans le débat, dans le combat ? Ah mais oui, au fond de moi, ça m'agace. Ça m'agace extrêmement. Parce que je me dis que les gens sont inconscients. Mais je le garde pour moi. Parce que si je commence... j'ai un vrai problème de radar au plastique. Quand je vois une bouteille en plastique... Hier soir, on avait, je peux partager peut-être une petite anecdote. Hier soir, on avait le barbecue de l'appel de l'école. Hein, donc, je suis assez engagé dans l'école, comme beaucoup de papas, mamans. Et donc, tous ceux qui sont un peu engagés, il y a toujours un barbecue très sympa. Et la chance, c'est que le fourgon, du coup, est bien présent. Depuis 5 ans, on a vraiment réglé le problème du plastique. Mais il y a encore des gens qui arrivent à ce barbecue avec des bouteilles en plastique. Et donc, forcément, je les vois. Et je me dis, mais c'est dingue. On a une boîte hyper présente dans l'école. Le fait qu'il y ait déjà 2 cofondateurs, Maxime, mon ami, et puis cofondateur et aussi papa de l'école. Et il y a encore des gens qui arrivent avec ça. Donc forcément, ça me révolte à l'interne. Mais si je commence à aller voir l'agent et dire, je vais être un peu vulgaire, t'es un con, t'as rien compris. En fait, je vais brusquer la personne qui va me dire, mais Charles, t'es donneur de leçons. En fait, ça va, je fais ce que je veux, je suis libre. Hein, on est un pays libre. Hein, tu vois, et donc en fait, c'est là où le militantisme extrême, pour moi, marche pas. C'est un peu ce qu'on pouvait entendre sur les discours écolos, c'est de ne pas faire culpabiliser. Ah bah oui, malheureusement. Mais comment on fait alors ? Comment on fait pour embarquer ? Il faut en parler, déjà. Je pense qu'il faut en parler calmement. Faut rappeler les enjeux. Et moi, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est celle que j'essaye de m'imposer à faire. C'est de dire, si on ne réagit pas collectivement, malheureusement, ça va nous dépasser. Et c'est plus nous qui aurons le choix de décider. L'État va s'en mêler, mais de manière drastique. Drastique, et là, la vie, elle va pas être cool. Et c'est ça, quelque part, un peu ta peur, c'est que si on s'en occupe pas, c'est que quelqu'un d'autre va le faire, et pas forcément... Et il n'y a pas le choix, en fait. Ça va être... Tu vois, on peut pas vivre des semaines qu'on vit comme ça, fois 10 dans 5 ans. L'État n'a plus d'argent, donc l'assurance maladie... Les assurances, de manière générale, ne vont pas laisser faire ça. Et tu sais, la notion de pollueur-payeur, tu sais, qu'on entend parfois,
à un moment, on va être mis face à nos responsabilités. Je pense que j'aime bien l'exemple de la cigarette, moi, tu sais. À un moment, peut-être qu'on arrivera à un truc en disant, on t'a expliqué que fumer tuait. Donc déjà, je pense qu'on a un débat public qui a mis beaucoup de communication là-dedans. Et finalement, par la taxe, on réduit le nombre de fumeurs, mais il y en a toujours. Peut-être qu'un jour, on dira aux gens qui fument, en fait, tu seras plus pris en charge si tu as un cancer des poumons. Tu vois, mais tu l'auras fait en conscience. Je pense que ça, on n'est pas à ça. Et heureusement, parce que tu vois, je milite pas pour ça du tout. Je dis juste, c'est que pour un truc massif, peut-être que ça va arriver, et là, ça sera pas cool. Ça sera pas cool. Donc, on a le choix aujourd'hui de dire, est-ce que je veux moi changer ? Je suis responsable. Je change pas tout d'un coup. Je suis pas en train de dire, fais comme moi, hein, arrête l'avion, prends ton vélo tous les matins, monte une boîte pour faire changer ça. Chacun est libre dans la façon et chacun est différent. Je dis juste, tu ne peux pas ne pas mettre dans ta to-do list des premières choses que tu peux commencer à faire et très simplement. Et ça me fait penser à l'histoire de Ravi, le petit colibri. Ouais. C'est ta part. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta part ? Ah, mais la part, allez. En fait, moi, je vais pas résoudre le problème à moi tout seul. Hein. Enfin, quand je dis à moi tout seul, le fourgon, nos associés, enfin, les collaborateurs, on va pas régler le problème tout seul. Hein. On a besoin de tout le monde. Hein. Si on n'a pas plus de clients, la boîte meurt demain. Enfin, tu vois, j'exagère, mais c'est évidemment. Donc, on est déjà très content d'avoir beaucoup de gens qui nous soutiennent. En tant que clients, merci pour ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Et il nous en faut plus. Il nous en faut plus, clairement, parce que en ayant plus, on atteint la rentabilité. Donc, on va atteindre prochainement, mais ça nous permettra d'avoir plus de moyens pour aller régler encore plus de problèmes. Est-ce que tu peux nous faire une petite photographie du fourgon ? Écoute, 5 ans qu'on existe, plus de 450 collaborateurs, parce qu'on a beaucoup de livreurs, parce qu'on a décidé d'internaliser le métier de livreur, qui est souvent externalisé dans la plupart des boîtes de livraison. Donc on a fait le choix de le faire pour un projet humain. On est présent sur 18 entrepôts en France, donc on couvre à peu près 45% de la population française, donc quasiment un Français sur deux a accès au service du fourgon. Bravo. Donc, voilà, donc je dis plus souvent, il y a un Français sur deux qui a une excuse, l'autre n'en a pas. Voilà, en rigolant, pour un peu taquiner. Et on a ouvert récemment la Belgique et on a fait l'acquisition d'une boîte en Espagne avec les 2 super cofondateurs qui nous ont rejoints dans le groupe pour développer et avoir plus d'ambition. Donc en espagnol, le fourgon, ça s'appelle comment ? La Fulgo. Alors, très bien. Pas espagnol, je suis courant anglais, mais l'espagnol, j'ai compris quand même. Tu l'as compris, mais ça veut dire le fourgon en espagnol, globalement. Un peu van life en plus, le côté un peu sympathique. Et voilà, donc tu vois, présence géographique, on a un peu plus de 100 000 clients, dont un peu plus de la moitié, 55 sont des clients actifs. Donc il y a des gens qui malheureusement ont arrêté le service, il y a des gens qui sont un peu pas assez réguliers. Donc voilà, on les engage à transformer leurs courses plus simplement chez nous. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Et un chiffre qu'on est fiers, parce que c'est ça qui nous anime. On a collecté quasiment 56-57 millions d'emballages, là je crois, pas très loin dans ces eaux-là, je sais pas le chiffre exact aujourd'hui, d'emballages depuis le début de l'aventure. Donc on a sauvé ce chiffre-là, et c'est à peu près plus de 2 millions par mois aujourd'hui, donc le truc est un peu exponentiel. Est-ce que tu arrives à mesurer quelque part les tonnes de déchets qu'on n'a pas consommés ? Ça, tu l'as en grammes de CO2, avec la chaleur, je vais peut-être me tromper, mais je crois que de mémoire, c'est 300-400 grammes. Là, je suis désolé de ne plus avoir le chiffre exact, mais de grammes de CO2 par bouteille ou bocal évité en recyclage, mais plutôt réemployé. Donc, tu vois, sur et en millions de tonnes, si on raisonne, 55 millions, c'est quasiment une bouteille va peser parfois 500 à 1 kilo. Hein, donc, tu vas peut-être éviter 25 millions de kilos de déchets, quoi. Le fourgon, dans 5 ans, tu l'imagines comment ? Écoute, notre ambition dans 5 ans, c'est d'être dans à peu près 5-6 pays au total. Voilà, d'autres pays limitrophes à la France ou en tout cas en Europe. Hein. On sera probablement une boîte, j'espère, qu'on aura un volume annuel d'emballage sauvé qui sera de l'ordre de 200 millions, à peu près, 200-300 millions par an. C'est un peu ce qu'on vise. Et puis, on sera probablement à ce moment-là 5000 collaborateurs, quoi. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et
Et un autre point important sur l'offre, parce qu'aujourd'hui, on a démarré par les boissons au départ, ce qui était une façon d'adresser facilement le sujet, parce que les bouteilles étaient plus facilement transformées en emploi. On a toute une gamme d'épiceries extraordinaire maintenant, pâtes, compotes, confitures, sauces, etc. Je confirme. Merci. Et puis une gamme autour de la maison. On a même lancé, et puis de l'hygiène, des gels touche canon, 99% d'origine naturelle, des laits lessives, du liquide pour rincer le sol. Enfin bref, on a vraiment toute une gamme sympa sur la gamme sèche. On se prépare à lancer le frais. Et donc, on veut, dans 5 ans, évidemment, pouvoir permettre à des clients de faire 100% de leurs courses chez nous. Et j'espère que ça ne sera pas dans 5 ans. Mais voilà, c'est ça qu'on vise aussi. Qu'est-ce que tu as envie de laisser de cette histoire? Elle n'est pas terminée, bien évidemment, elle est même qu'au début. Mais un jour, tu en sortiras, parce que tu ne vas pas rester fourgon 50 ans. En tout cas, on n'en sait rien, peu importe. Mais tu auras envie qu'on dise quoi du fourgon? Tu auras envie de laisser quoi? Écoute, c'est marrant, il y a 5 ans, on se disait, avec Max et Steph, on s'était fait une soirée, tu vois, même 2 jours d'introspection entre nous pour confirmer l'envie de s'associer, de se dire les choses. Tu vois, je pense que l'association, si on ne se parle pas, ça ne marche pas. Donc, et un des trucs que moi j'avais dit, et puis partagé par Stéphane et Max, c'était au départ, il faut, si on sera fier si le fourgon est reconnu pour son action. Ça, j'ai presque envie de dire malheureusement, parce que ça veut dire qu'en fait, il manque des projets impact, mais très sympathiquement pour nous, et le travail on est une boîte reconnue aujourd'hui par notre action, et ça a été assez rapide. Voilà, quand on est Impact 40, tu sais, le classement des 40 boîtes les plus impactantes en France, et qu'il y a le fourgon dedans, je trouve ça génial, mais presque inquiétant qu'il n'y ait pas des boîtes beaucoup plus grosses en fait tout de suite, parce que tellement l'enjeu est fort. Mais voilà, on est fiers d'être dedans. Il y a eu plein de prix qu'on a eu, que j'ai peut-être eu à titre perso entrepreneur, mais qui sont surtout le fruit de ce qu'on fait avec le fourgon. Donc ça, on l'a eu. Donc ce qui nous anime sur les prochaines années, c'est de montrer qu'on peut vraiment transformer la consommation en France, drastiquement, et à l'échelle. Et donc, le marché de l'alimentation en France, c'est 200 milliards. C'est colossal. Donc on est même pas on est un petit poil dans tout ça, quoi. Donc aujourd'hui on est et un hypermarché, ça fait 150 millions, je crois, en moyenne par an. On fait pas ce chiffre là, hein. Quand on fera 150 millions, on sera déjà très heureux, mais donc on a un petit poussé, mais en tout cas on travaille avec la grande distrib aujourd'hui, qui notamment Chronograph, qui a été le premier super boîte qui s'est remis à la consigne par nous, et donc nous on veut être cette boîte qui accompagne aussi les réseaux. Il y a la livraison qui est géniale, et puis en fait on peut aussi aller dans des endroits où on pourra retrouver le fourgon. Et donc on veut être cet acteur qui permet la transformation durable de la consommation en France. C'est ça qu'on veut être aujourd'hui. Merci Charles, on se donne rendez-vous dans 2 ans. Quand tu veux. Merci à bientôt. Merci. À très vite.